De nous rejoindre sur ce programme. Ma voix va faire défaut à cause de la grippe. Le changement de saison explique. Nous allons recevoir ce soir l'honorable Lutundula qui est élu au niveau national. Il est l'habitude de cette émission. Avec lui, nous aborderons des questions d'actualité de l'heure, entre autres les dialogues, les élections, mais également la décentralisation. Honorable, bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Assez bien. Assez bien. Tout à fait. Et le travail au sein de l'hémicycle, ça se passe bien? Oui, je pense que ça va. Ça fonctionne normalement. Ça va parce que vous êtes de la majorité, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Ça va parce que je suis député, je participe aux travaux et l'institution marche. Et nous sommes en session ordinaire, il n'y a pas de problème particulier à mon sens de ce point de vue-là. Mais quand même, vous ne trouvez pas de problème particulier alors que vos collègues de l'opposition pensent qu'il y a un réel problème. Hier, il y a eu la motion de défiance contre Bochab qui a été rejetée en bloc. Et après récemment celle de Louaka qui a également été rejetée. Les opposants, les députés de l'opposition dénoncent le manque, un blocage autour du contrôle parlementaire. Vous êtes du même avis? Bon, je dois dire que de mon expérience à l'Assemblée nationale, je suis à ma 20e année, le contrôle parlementaire a été toujours le maillon faible de notre action. Ça, il faut le dire honnêtement. Je comprends les craintes ou l'amertume de l'opposition, mais je dois quand même souligner ce qui suit. D'abord, lorsque nous avons commencé cette législature, il était question de modifier le règlement intérieur. Le travail devait être poursuivi. Nous l'avons commencé, mais malheureusement, après l'élection du bureau, ce travail n'a pas pu se poursuivre, alors qu'au niveau de la PAJ, Commission politique administrative et juridique, le travail, le pré-travail est déjà prêt. Donc, il était nécessaire de poursuivre ce travail de réforme. C'est une institution qui fonctionne. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a des cas nouveaux qui nécessitent des ajustements. Deuxièmement, bon, nous sommes dans une démocratie parlementaire. Il y a une majorité qui gouverne le pays et comme vous savez, j'ai eu à le dire sur ce plateau, à travers le monde, il est rare qu'une majorité règle les problèmes de son gouvernement, de ses ministres à la plénière. Là où ça fonctionne mieux que chez nous, par exemple en Grande-Bretagne, il y a des procédures internes à la majorité pour procéder aux ajustements. C'est ainsi par exemple que Madame Thatcher, paix à son âme, qui était Premier ministre britannique, n'a pas été, si vous voulez, censuré par la Chambre de communes. C'est à l'intérieur du Parti conservateur qu'on lui a dit qu'il devait partir. Tony Blair, c'était la même chose avec les partis travaillistes. Chez nous, le problème se pose dans le sens que oui, la majorité ne peut pas s'auto-censurer. Ça peut provoquer une crise politique majeure. Mais à l'intérieur de la majorité, il faut qu'on développe des mécanismes, s'il vous plaît, des mécanismes d'ajustement. Alors, dans le cas précis, j'ai suivi ce qui s'est passé, parce que je suis un peu plus dans la diplomatie parlementaire. Ce sont les procédures actuelles. Dura lex sed lex, pessima lex sed lex. Mais je suis heureux de constater, d'apprendre que le bureau de l'Assemblée nationale a reçu la délégation de nos parlementaires, de nos collègues de l'opposition, et ils ont convenu de mettre en place une commission spéciale chargée justement de poursuivre le travail de révision de notre règlement et de recadrer un certain nombre de choses concernant le contrôle parlementaire pour le rendre plus efficace, plus accessible, plus conforme aux règles démocratiques. Je crois là, c'est positif. Alors, vous entendre parler, vu l'expérience que vous avez au niveau du Parlement, et cela justifie le fait que depuis 2006, il y a eu très peu de mandataires ou de ministres qui ont été sanctionnés par le Parlement. Oui, ça se justifie à mon avis, et j'insiste encore, c'est pas le propre du parlementarisme congolais. Mais ce qu'il faut, c'est que, ne pas donner l'impression que nous sommes là pour cautionner l'impunité, l'opposition incite sur ça, nous-mêmes de la majorité on en parle aussi, c'est qu'il faut aussi, j'insiste encore sur ça, pour nous de la majorité, chaque fois qu'il y a une interpellation, qu'il y a une motion, même si on ne l'a pas fait aboutir pour les raisons que je viens d'évoquer, d'invoquer, nous devions avoir des mécanismes d'ajustement pour rester en phase avec l'opinion et rester en phase avec les exigences de normes minimales
de démocratie et de la République. Mais alors, sans contrôle parlementaire, est-ce qu'on peut parler de démocratie? Ne peut pas y avoir une démocratie sans redevabilité, c'est-à-dire sans responsabilité des gestionnaires publics qui impliquent qu'en même temps qu'ils ont du pouvoir, ils gèrent et ils rendent compte. C'est ça la redevabilité. Donc, de ce point de vue, effectivement, s'il n'y a pas un contrôle parlementaire efficace, la démocratie en reçoit un coup. Mais il y a des règles en toute matière. Ce sont ces règles-là qui doivent être perfectionnées, si tant que la perfection peut se faire dans ce domaine-là. Et c'est aussi la responsabilité politique, à la fois de l'opposition, de la majorité et de ceux qui gèrent la République. Moi, j'ai toujours été en faveur d'un contrôle parlementaire rigoureux. Quand je dis rigoureux, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de la complaisance dans le sens de sauver, comme dans le sens de punir, si vous voulez, de sanctionner au gré des intérêts politiques. Voilà. Ok. On va parler du dialogue. C'est la chronique de ce dernier temps, réclamée par les opposants, l'UDPS en majorité, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, mais également l'ONU. Et finalement, la majorité présidentielle cède à cette pression, accepte finalement le dialogue. Alors l'UNC et l'UDPS qui exigent à ce que ce dialogue soit sous le format de l'ONU, c'est-à-dire que ce soit l'ONU qui convoque ces dialogues et non pas le président Kabila. Vous êtes du même avis? Vous me permettrez de dire un peu plus de choses là, pour dissiper l'équivoque. La première chose, le dialogue, c'est une exigence de démocratie. C'est un des principes fondamentaux de la République. La communauté de citoyens qui agissent, qui définissent leur destin, qui conduisent leurs affaires. Deuxièmement, depuis un certain temps, depuis plus d'une année, une forte demande politique de dialogue a été exprimée par l'opposition, par la société civile et même à l'intérieur, vous le savez, de la famille politique du chef de l'État. Donc, c'est un besoin réel qui n'est pas inventé. Deuxième élément, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale. Question orale avec débat que j'ai pu poser au ministre de l'Intérieur et dans tout le processus, même dans mes conclusions, je regardais vers le président de la République. C'est-à-dire, j'estimais qu'il fallait une démarche, une initiative politique forte. C'est ça le fond de ma conclusion de l'autre jour. J'estimais que c'est la plus haute autorité politique de l'État qu'on appelle le magistrat suprême, qui, en vertu de l'article 69 de la Constitution, devait agir. Je note avec satisfaction que, quoi qu'on en dise, le message est arrivé au président de la République, je l'en félicite. Et enfin, ce n'est pas Joseph Kabila qui initie le dialogue, il faut bien me suivre, c'est le président de la République. L'article 69 de la Constitution, en effet, grosso modo... Il initie peut-être pas, mais il convoque. J'en viens, c'est ça initié, c'est ça initié. Le président de la République a une mission générale d'assurer le bon fonctionnement de l'État et ce que moi j'ai toujours appelé la bonne tenue de la nation, et cela bien sûr dans le respect des règles constitutionnelles, des prérogatives de chaque institution. À partir du moment où, comme je l'ai dit précédemment, il y a une forte demande de dialogue, le président ne peut pas rester insensible. Il doit répondre à cette mission-là, dès lors qu'il n'y a pas une autre institution qui devait le faire, qui aurait dû le faire. On va revenir sur la CENI, je vous dirai ce que j'en pense. Alors en ce moment-là, on ne peut pas refuser le dialogue. Ce serait une contradiction dans le contexte que je viens de décrire. Mais le dialogue sous quel format? J'en viens. Maintenant, les Nations Unies. Première chose, l'accord cadre d'Addis Abeba, si vous le lisez, ne dit nulle part dialogue. Je l'ai toujours dit réconciliation. Le dialogue, le terme, le concept, se trouve dans la résolution 2098. Qui chargeait l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac de mettre tout en œuvre pour qu'on arrive à ce dialogue politique. Mais il faut faire attention. Vous dites il faut la communauté internationale qui initie, qui convoque, utilisez les termes que vous voulez. Il faut faire attention. Il faut éviter des procédures qui vont retarder le processus électoral. Nous tous nous disons toute la Constitution, seule la Constitution, rien que la Constitution. Et en ce moment-là, si vous entrez dans les procédures, cherchez les médiateurs et tout, il faut en tirer les conséquences. On va arriver à ce que les gens appellent le glissement, je parle rarement de cela, on y arrive, ou on va arriver à ce que, à quelques encablures des élections présidentielles
et législatives, on soit pressé, et tout se fait dans la précipitation. Première remarque. La deuxième remarque, c'est que à partir du moment où nous disons toute la Constitution, seule la Constitution, rien que la Constitution, et je reviendrai sur ça, il faut tenir compte du cadre constitutionnel et institutionnel prévu par la Constitution. On y reviendra. Un troisième élément, quand vous lisez la résolution dont je parle, 2098, ou l'accord cadre d'Addis Abeba, on insiste sur la reconnaissance de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Entendons-nous bien, il ne faut pas qu'il y ait des équivoques. Je n'ai jamais été partisan d'une souveraineté, je n'ai jamais été souverainiste à telle enseigne qu'on pense que parce qu'on est souverain, on est permis de faire tout, même contre son peuple, comme on voit le cas avec Nkurunziza au Burundi. La notion de souveraineté, pour moi, implique fondamentalement la responsabilité. Oui. Ça veut dire, vous permettez madame, parce que c'est un problème très important, ça veut dire que nous-mêmes le Congolais, nous sommes le premier responsable de notre destin, que la communauté nous accompagne. Ok? C'est ça ma perception de la souveraineté. On ne doit pas se décharger sur les étrangers, les occidentaux et tout. La première responsabilité est les Nations Unies, parce que vous parlez de la communauté internationale, ont toujours insisté sur le fait que leurs premiers responsables de la crise et des solutions à trouver, ce sont les Congolais. Et à partir du moment où nous sommes tous d'accord pour respecter la Constitution, et à partir du moment où il y a un président de la République, je l'ai bien expliqué tout à l'heure, prend l'initiative, ça passe. C'est ça qu'il faut suivre. Alors, où est-ce qu'on peut placer la communauté internationale? Parce qu'on ne peut pas l'ignorer. Le processus de démocratisation aujourd'hui, la paix, nous l'avons construit, nous les avons construits, tous ces fondamentaux, avec la communauté internationale, en particulier les Nations Unies et l'Union européenne. Il faut quelque part un accompagnement. Nous en avons toujours besoin. Je dis toujours. Alors, moi, je situe, on va en parler, la communauté internationale à deux niveaux par rapport au dialogue. L'accompagnement et à la fin, la garantie de bonne fin. Ça veut dire quoi? Il faut éviter que les conclusions que je souhaite positives, progressistes de dialogue ne puissent quelque part conduire à des blocages dus à la mauvaise foi des participants et aux calculs politiciens. Encore une fois, on y revient. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, là, l'initiative du président, elle est bonne, il faut y aller, mais il faut y aller vite. Il ne faut pas non plus prendre beaucoup de temps. Mais déjà... Juste une minute, je vais vous laisser. Il ne faut pas prendre beaucoup de temps en posant des conditions telles que nous allons nous retrouver. Octobre, ce sont les provinciales. Au mois d'août, au mois de juillet, il n'y a rien qui est fait parce qu'il y a des conditions. Oui, mais justement, à cause de ces levées de boucliers, on se rend compte déjà que ce ne sera pas facile. Hélas. Pour ce dialogue. Mais pourquoi dialoguer maintenant alors que nous avions déjà eu des concertations nationales? Évidemment, il y a eu l'absence de l'UDPS et l'UNC lors des concertations nationales. Est-ce que c'est une façon, au cours de ces dialogues, de pouvoir embaucher ceux-là qui n'ont pas pris part aux concertations nationales, leur donner la part du gâteau? Il y a une partie de la réponse dans ce que vous dites. Vous constatez déjà qu'il y a une partie de la classe politique qui n'a pas participé aux concertations. Ça, c'est le constat que vous faites, qui est une évidence, incontestable. Ok? Ça veut dire qu'il y a un besoin de rassemblement, de tous. Premier élément. Deuxième élément, les problèmes que vous posez me conduit à ceci. Il y a des questions auxquelles il faut trouver les réponses. Le dialogue, pour faire quoi? Quel est l'objet du dialogue? Les dialogues, dans quel cadre? Qui y participe? Et puis, les conclusions, c'est quoi? Voilà l'ensemble des questions. On va y aller graduellement. Je ne veux pas vous donner l'impression d'aller comme si je donnais une leçon. Le dialogue, il faut en trouver l'objet dans les débats actuels, dans les préoccupations actuelles. Elles sont lesquelles? Grosso modo, le processus électoral, et je vais vous dire ce que j'entends par processus électoral, l'installation de nouvelles provinces, qui est en fait liée au processus électoral. Parce que vous ne pouvez pas avoir l'installation de nouvelles provinces sans quelque part avoir les élections. Okay. Voilà. Mais qu'est-ce que moi j'attends par processus électoral? J'attends essentiellement les questions suivantes. Les fichiers électoraux, les calendriers électoraux, le financement des élections, la sécurisation des opérations électorales et des compétiteurs, formation politique et individus. J'attends aussi l'accès
juste, équitable, j'allais dire pour les médias publics, égalitaire, pour les médias publics, j'insiste bien, égalitaire des compétiteurs, la déontologie de votre profession, parce que c'est une période chaude, vous êtes des artisans de la paix et de la démocratie. J'attends aussi la campagne électorale, j'attends également le contentieux électoral, mais il y a aussi un point qui me paraît essentiel à discuter au dialogue politique. C'est la décrispation du climat politique. Il faut que tout le monde se mette d'accord sur que les prochaines élections soient une fête de la démocratie. Ça veut dire de manière précise et claire, nous ne devons pas nous empêcher de traiter des questions relatives aux détenus politiques, des vrais détenus politiques. Nous ne devons pas nous empêcher de parler des questions relatives aux droits humains, au respect des droits humains, au respect des libertés fondamentales. Alors qu'il y a eu récemment les États généraux de la justice. Oui, ça c'est une autre paire de manches. Une autre paire de manches, je pourra en parler. Mais alors, oui, vous venez d'énoncer là quelques recommandations en ce qui concerne ce qui va régir ce dialogue. Mais entre autres, les opposants disent qu'il ne s'agira pas d'une quelconque révision constitutionnelle ou d'un glissement. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que ce dialogue ne va pas perturber le processus électoral alors que nous sommes déjà en train d'embarquer pour les provinciales, urbaines parce que moi je vous dis que la matière principale, c'est le processus électoral. Oui, il faut faire des élections, mais de bonnes élections. Je l'ai toujours dit et je l'ai dit avec vous ici il y a une année. Parce que les gens font croire que mes thèses actuelles, je ne les ai défendues que maintenant. Vous êtes mon témoin. Il faut de bonnes élections, c'est-à-dire des élections qui vont nous conduire à consolider la paix, avoir des institutions légitimes et qui vont nous permettre, magique, d'effacer l'opprobre qui a été jeté sur nos institutions par les élections dernières. Les dernières élections, les élections organisées sous Mulunda. Cette suspicion qui entache notre légitimité, il faut qu'on en finisse. Et pour cela, nous devons tous conjuguer nos efforts. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de position de défense des intérêts individuels, catégoriels ou partisans. Il y va de l'intérêt. Nous ne pouvons pas être un pays magique où depuis 1960, ça fait combien d'années? 55 ans, on ne discute que constitution, on ne discute que des élections, comme si nous ne sommes pas capables d'organiser les choses et avoir les mêmes fleurs, susciter la même admiration que par exemple ce qu'on a vécu dernièrement avec le Nigeria, le Sénégal et les autres, vous comprenez? Et par rapport à l'objet, il y a un problème qui se profile à l'horizon, et je voudrais me faire bien comprendre. Je suis très inquiet par les dispositions prolongées de l'abbé Manoumalo. C'est quelqu'un que j'ai toujours soutenu, c'est un homme qui a ses défauts, c'est très clair, on peut en parler, c'est pas ici, et je n'ai pas de leçons à donner, moi aussi j'ai des défauts, mais c'est quelqu'un qui connaît la matière électorale. Son indisposition prolongée me donne quelques inquiétudes et je voudrais partager ces inquiétudes sous cette forme-là avec l'opinion. J'espère que ça va se résoudre. Alors vous parlez le problème de la... Indisposition liée à la santé. Mais ça ne reste pas moins d'inquiétude. Moi je l'ai vu à la télévision, c'est pas l'homme que j'ai toujours connu. Et je voudrais que vite il revienne, bien rétabli, monsieur l'abbé. Je vous souhaite prompt rétablissement. Et je voudrais qu'il vienne. Il y a une absence qui se sent. Il y a un flottement lié à son absence. Et le reste, bon, on va voir comment ça va évoluer. Alors maintenant, la question que vous posez, le respect de la Constitution. C'est pour ça que j'ai posé une question. Dans quel cadre aurons-nous le dialogue? Mais justement, c'est là que le bas blesse. Est-ce que la majorité présidentielle va céder à la pression que lui font les opposants pour en ce qui concerne le format du dialogue? Ce n'est pas une question de pression. Si d'entrée des jeux, à l'entrée de la matière, j'ai exposé les sujets, les raisons majeures qui font qu'il faut le dialogue, c'est pour relever que tous nous sommes concernés. Nous sommes intéressés et nous devons y aller rapidement. Alors, le cadre du dialogue... Pas de n'importe quelle manière. J'en viens. Le cadre du dialogue, c'est ça la manière. Le dialogue doit rester dans les cadres constitutionnels et institutionnels prévus par la Constitution. Je vais expliciter ça. Nous tous, Magique, nous avons toujours défendu la Constitution, et avec raison.
Je suis heureux d'observer qu'après l'effervescence, les débats sur la révision, les changements, ce débat a été clos, un débat inutile, un débat qui a pu tout simplement exprimer des craintes légitimes, et il faut y aller. Nous y sommes allés, même quand vous me parlez de la médiation internationale. Pour moi, ce sont des craintes normales que l'opposition exprime, que nous aussi nous pouvons exprimer dans la majorité. La garantie mutuelle, la bonne foi, ça n'a jamais été, ça n'a pas toujours été au rendez-vous concernant les acteurs politiques congolais. Ça, c'est très vrai, et même quelque part la société civile. Donc, ça se comprend. Alors, nous ne devons pas dire, je me répète, seule la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution, et faire des choses en dehors de la Constitution. Concrètement, ça signifie quoi? Ni dans son déroulement, ni dans ses conclusions, ni dans ses recommandations, le dialogue ne peut énerver ni l'esprit, ni la lettre de la Constitution, ni ignorer les institutions constitutionnelles, les institutions prévues par cette Constitution. Je vais être plus concret. Ça veut dire que ceci, premier élément, toutes les parties au dialogue, à mon avis, parce que nous avons toujours besoin de la garantie mutuelle, doivent s'engager à respecter absolument la Constitution et les institutions de la République. Ça veut dire quoi? Deuxième élément, aucune transition ne peut être organisée parce que contraire à la Constitution. Pour quelle raison? Nous sommes dans un fonctionnement normal. La Constitution actuelle, ce n'est pas une Constitution de transition. Mais s'il n'y a pas de transition, à quoi servirait ce dialogue? J'en viens. Oui, nous allons arriver à donner ces éléments-là. Donc, vous ne pouvez pas organiser une Constitution en dehors, une transition plutôt, qui n'est pas prévue par la Constitution. Mais il ne faut pas faire de la confusion non plus. On peut former un gouvernement, appelé l'Union nationale salut public. C'est conforme à la Constitution. Pour quelles raisons? Le gouvernement, le Premier ministre est nommé par les chefs de l'État, article 78 de la Constitution, après consultation avec la majorité. Mais la majorité, la Constitution ne dit pas que la majorité c'est magique, c'est Christophe Lutundula, c'est elle. La majorité peut être une majorité alternative, une majorité qui change en cours de législature. Une majorité dynamique. Hein. Dynamique, très bien pour le concept. Et donc, on peut à l'issue du dialogue, si on veut élargir la majorité, on l'élargit. C'est ce qu'on a essayé de faire maintenant. Nous en avons parlé là, il y a une année. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Vous avez un gouvernement qui a plusieurs partis, mais qui ne sont pas toutes ces parties-là, parties de la majorité présidentielle, et surtout pas de la majorité parlementaire. Donc, un gouvernement, dans ce sens-là, peut se former, mais un gouvernement de transition ou une transition, c'est contraire à la Constitution. Rester dans le cadre constitutionnel, ça signifie ceci. Aucune institution extra-constitutionnelle ne peut être créée. C'est très important. Ça signifie aussi ceci. Les délais constitutionnels pour les scrutins qui sont réglementés dans la Constitution doivent être respectés. C'est ça, rester dans le cadre constitutionnel. Évidemment, à la date d'aujourd'hui, c'est la CENI qui aurait dû organiser toutes ces concertations qu'on appelle dialogue. D'autant plus que, je ne sais pas si vous pouvez vous le rappeler, au sein de la CENI, il y a une structure de concertation avec la classe politique et la société civile. Hélas, aujourd'hui, la CENI, par maladresse de ses dirigeants, est partie prenante au débat. Des débats sur, par exemple, les fichiers électoraux et le calendrier. La CENI a pris position. Et le drame, c'est que même à la veille de l'examen de la question orale avec débat à l'Assemblée nationale, que j'ai posé à M. le ministre, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, la CENI, à 24 heures, a pris position. C'est une maladresse politique grave. Ça veut dire quoi dans le concret? Aujourd'hui, il y a une suspicion légitime. La CENI a oublié que l'exigence de l'indépendance est la neutralité. Donc, ne pas prendre part à ces débats-là. De sorte qu'aujourd'hui, un débat qui serait modéré par la CENI va souffrir de ces péchés-là, c'est-à-dire qu'elle n'offre plus suffisamment de garanties d'impartialité. C'est très important. Okay. Et parce que je parle de cela, on peut maintenant chercher d'autres mécanismes. Je parle de la modération, on n'est pas en compte de la participation. Soit que, parce que je dis toujours, je suis cohérent dans ma logique, il faut rester dans le cadre institutionnel. Parce que si vous sortez du cadre institutionnel,
vous énervez la Constitution, vous réouvrez le débat sur la modification et les changements, ou à tout le moins, vous en trouverez une perspective. Il faut éviter ça. Alors, à ce moment-là, je dis, on peut bien penser à une formule telle que le président Kabila demande au président des deux chambres de modérer, concertation nationale, je ne dis pas qu'on revient aux concertations, ou limite limitorum, on peut demander à l'opposition et à la majorité représentée au Parlement de désigner des co-modérateurs encadrés, voilà, là je rejoins peut-être l'UNC et l'UDPS, encadrés soit par les représentants spéciaux du secrétaire général, soit par son envoyé spécial dans la région des Grands Lacs. Donc voilà comment je vois ça. Alors si vous voulez, je vous laisse, on pourra parler de la participation. Ok, on va changer de chapitre parce qu'on ne va pas s'éterniser sur le dialogue, on en a suffisamment donné des éclaircissements, beaucoup de lumière. On va parler, autre contrainte, c'est aussi la décentralisation, mais également les élections, parce que les deux sont liés. Vous êtes parlementaire, nous sommes à un mois de la fin de la session de mars, mais nombreuses lois relatives à la décentralisation ne sont toujours pas votées. Alors dites-nous, honorable Lutunzula, qu'adviendra-t-il si jusque d'ici à la fin de la session de mars, ces lois ne sont pas votées? Mais Dieu merci, vous me donnez raison. L'année passée, je vous exprime mes inquiétudes. Il y a quelques semaines à l'Assemblée, j'exprime mes inquiétudes. Nous devons voir la réalité du pays en face. Il y a des problèmes qui dépassent même les chefs de l'État. Je le dis sur le plateau de la télévision. Et il faut admettre ça. Et je voudrais que tout le monde, même dans ma famille politique, l'on comprenne. Vous n'avez pas de moyens, vous n'en avez pas. J'apprends, il y a quelques jours, j'ai lu dans le potentiel, que les 10 commissions qui devaient aller à l'intérieur, du moins jusqu'à la semaine passée, n'étaient pas encore partis. On nous a dit 120 jours. En fait, au mois de juin, tout doit être là pour les institutions provinciales. Je ne parle pas des élections, parce qu'on en a, locales et municipales, on en a largement parlé, le message est arrivé à qui de droit et à tout le monde. Les lois dont vous parlez, c'est ça, c'est tout ce problème-là que je n'ai cessé d'évoquer et d'invoquer pour asseoir la perspective nouvelle que j'appelle de tous mes voeux en matière des élections. Et le dialogue, c'est pour examiner froidement tous ces problèmes. Tenez, aujourd'hui, on sait que le marché des produits pétroliers est en dépression. On sait que les recettes budgétaires ici, dans notre pays, les régies financières, posez la question, sont en dépression. Le gouvernement est en difficulté. Et ce sont des données magiques, objectives. Ce n'est pas opposition, ce n'est pas majorité. Vous comprenez? Et c'est pour ça que moi je dis, au dialogue, nous devons revoir la copie. La loi de programmation, vous connaissez ma position, l'opinion connaît ma position, je l'ai exprimée à la tribune de l'Assemblée, en commission, elle est mauvaise. Et ça nous démontre maintenant, à 1 mois et demi de l'installation de province, que rien ne pourra se faire normalement et de la bonne manière. Donc il faut que cette loi-là, à l'issue du dialogue, on va arriver, à mon sens, on devrait arriver à un accord politique électoral. Il faut bien comprendre ce que je dis, accord politique électoral. Ce n'est pas une décision qu'on prend, ce n'est pas une loi. Et il appartiendra à toutes les parties participantes, c'est pour ça que je parle du cadre institutionnel, à l'Assemblée, au gouvernement, au Sénat, il nous appartiendra de prendre des initiatives pour modifier cette loi, pour faire un autre cadrage du point de vue du chronogramme, pour répondre à votre préoccupation. Vous comprenez? Il est clair, comme vous le dites si bien, que si tous ces paramètres légaux, financiers, administratifs, politiques ne sont pas réalisés, aller aux élections, c'est un risque. Et quand certains de mes collègues, même de la majorité, me disent que j'ai peur des élections, je leur dis, l'homme d'État, il pense à l'avenir, aux nouvelles générations. Le politicien, il pense aux prochaines élections. Moi, je ne suis pas un politicien. Ce sont des réalités de ce pays. Vous, moi, tout le monde, chef de l'État, huissier, nous devons les gérer avec courage. Oui, mais vous venez là d'évoquer plusieurs contraintes en rapport avec la mise en place, l'installation de nouvelles provinces, mais vous êtes également de la majorité présidentielle, mais on constate aussi qu'il y a certaines personnes de la majorité présidentielle qui s'opposent à ces contraintes, On va parler de mauvaise foi en ce moment-là. Bon, on ne peut pas s'opposer aux contraintes,
parce qu'elles sont là. Ça ne vient pas de la majorité, ça vient de la CENI. Encore que moi j'ai toujours dit, je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale, que la CENI a fait le Ponce Pilate. Qu'est-ce que la CENI a fait? Vous avez demandé des élections. Oui, moi je suis prête, mais voici les contraintes, messieurs. Si rien ne se fait, c'est pas moi la CENI qui suis responsable, c'est votre gouvernement. C'est ce que la CENI a fait. Donc, les contraintes, on ne peut pas s'opposer aux contraintes, mais je comprends que dans ma famille politique, ils pensent que oui, ces contraintes, ce sont des défis, ce sont des opportunités. Il nous appartient à nous, qui sommes aux commandes de l'État, de tout mettre en œuvre pour relever ces défis, pour rencontrer ces contraintes, le lever. Moi, je dis oui, ceux qui sont au pouvoir font ça, mais cela ne peut pas nous amener à vendre des illusions, à aller en dehors des réalités, au risque de donner l'impression que nous sommes en train de programmer une crise politique. Ça n'est pas bon. Il faut parler. Il faut expliquer aux Congolais, même à votre fils, je dois manger. Oui, mais vous devez manger, donnez-moi le temps de chercher à manger pour vous. C'est ça ce que moi je ne cesse de dire à tous les Congolais. Et il y a beaucoup qui me comprennent. Il y a beaucoup qui sont conscients, qui acceptent. Et je répète encore, je suis heureux d'observer que le message est arrivé à qui de droit. Nous devons aider le président Kabila à aller dans ce dialogue rapidement, résoudre tout le problème que vous soulevez, madame. Je suis d'accord avec vous et j'ai eu à le soulever avec vous depuis l'année dernière, ça fait maintenant une année. Vous comprenez? Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un minimum de sincérité de toutes parts. De la part du président, de la part de nous qui sommes la majorité, de la part de l'opposition. C'est pour cela qu'il ne faut pas trop conditionner ça. La question des détenus politiques, la question des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect, c'est essentiel et nous ne devons pas l'occulter. Nous devons en débattre, mais je crois que poser ça en préalable, ça peut créer quelques retards liés peut-être aux égos des uns et des autres. Faisons le dialogue en petit format, parce qu'on n'a pas parlé de cela. En petit format. Évitons conférence nationale, Sun City, où tout le monde croit qu'on va se partager le pouvoir, où tout le monde croit que bon, si on n'affiche pas conférencier, membre du dialogue, on ne vaut pas la peine. Non, évitons ça. Il y a des problèmes précis à résoudre. Moi, je suis d'avis qu'on peut s'inspirer du format CENI, parce que je pars toujours de l'idée qu'il faut rester dans les cadres constitutionnels et institutionnels prévus par la Constitution elle-même. Donc, aujourd'hui, qui sont à la CENI? Vous avez l'opposition parlementaire, la majorité parlementaire, la société civile traditionnelle. On peut trouver peut-être pas 13 personnes, 26 personnes, ça suffit, c'est le double de la CENI. C'est ce que moi je propose. Et donner à ces gens-là des éléments de discussion, comme j'essaie de le faire avec toute la modestie que cela exige. Et dans 10 jours magiques, s'il y a la volonté politique, parce que dans la gestion de l'État, dans la gestion de la conflictualité comme celle-ci, qui peut être aggravante d'un certain nombre de choses, il faut la volonté politique. Accepter d'affronter le défi en nous regardant dans les yeux comme on le fait à cette émission, et on peut avancer. Les Congolais n'attendent de nous que ça. Ils n'ont pas besoin de nos querelles. Ok, on parle de 10 jours pour le dialogue, on reste dans les élections. Oui. Mais pas 10 jours pour que la CENI fasse son travail, parce que déjà ce 26 mai, le BRT va recevoir les candidatures, il y aura dépôt de candidatures ce 26 mai. On se rend quand même compte que la CENI est... C'est la fin le 25, vous voulez dire? Oui, le 26. La fin de dépôt de candidature au provincial. Oui. Alors, on se rend quand même compte que la CENI est submergée par le travail. Oui, c'est parce que le virage a été mal pris. C'est pour ça que je ne sais de le dire. Je regrette que la CENI se soit mêlée au débat politique. La CENI doit être cet esprit expert qui nous met face à nos responsabilités sans passion, sans parti pris. Oui, le retard est en train de se prendre. Vous comprenez? Mais moi, je dis, et je reste conséquent, depuis l'année dernière, quand M. l'abbé Malmal venait avec tous les scénarios du processus électoral, je dis, il faut commencer par les provinciales, les sénatoriales et les élections de gouverneurs de province, parce qu'on était en dehors de la Constitution. Et de la mauvaise manière.
On n'a même pas pensé, Madame Magique, à consulter la Cour constitutionnelle. Permettez. Oui, la Constitution dit jusqu'à l'installation des. Mais la Constitution dit qu'il ne faut pas avoir des élections. Nous aurions dû à l'époque, et je l'ai dit, quoique la situation ait été celle-là, saisir la Cour suprême de justice faisant office de Cour constitutionnelle pour que la Cour constate les cas de force majeure et nous dise oui, messieurs, vous pouvez appliquer la continuité de l'État, mais jusqu'à ce point précis, au lieu de faire 5 ans. Même maintenant, quand on parle de glissement, c'est pour ça que je ne parle pas de glissement. On a déjà glissé avec les sénatoriales, avec les législatives, les provinciales. Et le glissement ne peut être qu'un cas de force majeure. S'il y a un glissement programmé, c'est en violation de la Constitution. Et il ne peut y avoir un tel glissement qu'après avoir saisi la Cour constitutionnelle qui rend un arrêt de principe et qui constate les cas de force majeure, comme ça a été le cas avec le deuxième tour en 2006. Alors, d'un mot, ça signifie quoi? Au dialogue que le président initie, ceux qui seront là abordent. Oui, parce que c'est, à mon avis, c'est l'étape. Attendez un peu, il ne faut pas vous gêner de ça. Moi, j'ai toujours été pour un processus électoral consensuel. Les élections sont tellement importantes pour la vie de la nation, pour la stabilisation du pays, la stabilisation des institutions et la sécurité, qu'on ne peut pas laisser à ces niveaux politiques seulement à la CENI la tâche. Non, c'est trop lui demander. Donc, et je dis, il faut aller déposer les dossiers au provincial. Ceux qui ne partent pas, ils sont en erreur et ils sont en contradiction avec la Constitution. Il faut aller déposer. Et moi, je suis avec la CENI, si elle dit top, le 26, non, c'est le 25. Le 26, c'est la réception des candidatures, parce qu'il y a eu une prolongation des provinciales. Là, il y a une mauvaise interprétation. Attendez un peu là. Là, on a commencé le dépôt, ok? Normalement, ça a commencé le 15 avril, je pense. Et le 5, le dépôt devait s'arrêter. Et la CENI a dit, ok, je vous donne encore 20 jours. Donc, le 25 à minuit, le 26 à 0 heure, 1 minute, on ne dépose plus le dossier. Vous me saisissez? Il va rester le délai pour rectifier les listes, retirer et tout. Et je dis aux Congolais, parce que chez nous, nous avons un système libre, ouvert, des indépendants, liste de partis, allez déposer le dossier à la CENI. Maintenant, dans les cas du dialogue, et compte tenu de toutes les contraintes, nous allons évaluer. Et moi, ça ne me gêne pas du tout qu'au lieu d'avoir les élections en octobre, on les ait en novembre ou en décembre. On n'a plus beaucoup de temps, mais le fait que, déjà, dès le départ, l'opposition avait déjà constaté que le calendrier n'était pas cohérent, et Malouma lui disait qu'il est exécutoire malgré tout. Oui, et lui-même, maladresse politique. Et la CENI elle-même a prolongé ses dépôts de candidature. On va dire comme ça que déjà, il y a perturbation pour... Mais madame, moi ça ne me gêne pas, moi je n'ai pas d'état d'âme. Il y a et il y aura perturbation. Moi je l'ai déjà dit l'année passée avec vous sur ce plateau. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale. Mais justement, il y aura pourquoi ne pas céder aux désidérata de l'opposition? Mais ce n'est pas si nous nous comprenons, c'est pas si nous nous comprenons. Et ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça, parce que vous connaissez ma position. Je reviens tout le temps sur ça. C'est depuis le mois de mars de l'année passée que sur ce plateau, avec vous, revoyez l'enregistrement, j'ai alerté. Donc moi, je suis à l'aise. Je dis, tout le monde, même l'opposition, m'a rejoint. Parce que souvent, dans ma famille politique, on dit, je fais la passe à l'opposition. Non, je le dis, et tout le monde le sait, Magique. Tout le monde m'a rejoint. J'ai alerté. Et si on avait tenu compte de ça, on aurait évité beaucoup de choses. On ne peut pas nier l'évidence, parce que c'est l'opposition qui le dit. Si c'est noir, c'est noir. Si c'est blanc, c'est blanc. Il y a un retard, c'est mal engagé, c'est vrai. On l'a déjà dit, moi je l'ai déjà dit, je m'excuse de dire moi, je ne suis pas un égocentrique à ce point-là, mais ce sont des faits réels. Ce n'est pas un problème de l'opposition, ce sont des réalités qui parlent. Alors qui dit perturbation égale contestation? Déjà, quand on constate le perturbation et le refus d'enrôler les mineurs, on craint déjà une contestation dans l'avenir. Mais qu'est-ce que je vous ai dit dans mon exposé, disons dans mes réponses, quand je vous donne l'objet du dialogue? J'ai parlé du fichier électoral. C'est ça la pomme du fichier électoral. Nous n'avons pas le droit, nous, c'est-à-dire la CENI,
les institutions politiques de la République, nous n'avons pas le droit de priver aux Congolais leur droit d'élire et de se faire élire. C'est un des droits politiques fondamentaux. Lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, lisez la Constitution congolaise. Donc, procéder autrement, c'est violer la Constitution. Donc, moi, je considère que nous devons avoir des élections, je vous ai dit ça au départ, de bonnes élections dans le respect des règles et de la Constitution. Le respect de la Constitution, jusque-là, on a focalisé seulement sur le mandat du président de la République, qui n'a jamais dit à personne qu'il sera candidat. Non, le président de la République lui-même l'a dit. Le respect de la Constitution, c'est le respect de ses dispositions de l'article 1er, je crois, à l'article 229. C'est très clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Oui, le président ne dit pas qu'il sera candidat, il ne dit pas non plus qu'il ne sera pas candidat. Oui. Il doit absolument se prononcer. C'est juste une petite parenthèse, hein. Mais vu l'impasse, on revient sur les élections, vu l'impasse liée aux contraintes budgétaires, pourquoi la CENI ne veut pas regarder, refuse de regarder la réalité en face? Je reviendrai sur la question sur le président, je n'aime pas l'éviter. Non, c'est ce que moi je reproche à la CENI. La CENI a le sentiment que si elle regarde la réalité en face, on va l'accuser de faiblesse. On va l'accuser de refus de faire son travail. C'est ça le problème de la CENI aussi. Et alors, rappelez-vous, dans une interview, l'abbé Maloma, je crois en Jeune Afrique, a dit à la classe politique de prendre ses responsabilités. C'est pour ça qu'il dit de Ponce Pilate. Donc nous prenons nos responsabilités, parce qu'après tout, la CENI n'est qu'une institution technique, une institution administrative. C'est nous qui devons donner l'orientation. Ce que vous dites sur le président, vous êtes maligne en disant une parenthèse. Non, je ne nous comprends pas, nous les Congolais. Il y a une constitution qui a prévu des dispositions. Et le président vous dit, respectons... Une parenthèse. Hein? Oui, une parenthèse, mais il ne faut pas qu'il y ait des équivoques. Il ne faut pas que ce soit très malin, ça. Pourquoi devons-nous tout le temps contraindre le président à dire qu'il est candidat? Et pourquoi le président nous contraint à lui, obligé de se prononcer? Non, le président n'a jamais contraint personne. Le silence, par exemple, autour de cette question, c'est une façon de contraindre. Est-ce que le président Obama parle de son mandat électoral? Comparaison, vous êtes d'accord avec moi? On revient sur les élections? J'en viens. Vous allez comprendre le sens de ma démarche. Nous nous comportons comme si nous sommes toujours dans la Deuxième République. Quand bien même le président vous dit « je respecterai la Constitution », nous croyons que c'est la Deuxième République, il nous trompe. Et moi je comprends les contraintes, disons les craintes... On n'a plus qu'une minute. Oui, et les alertes. De grâce, le débat sur la Constitution est clos. Un débat qui a été utile sur le plan pédagogique et sur le plan de la clarification. Okay. Laissons le président gouverner calmement. Il n'a dit à personne qu'il sera candidat et il n'a pas à le dire parce que c'est constitutionnel. Okay. Vous comprenez? Dernière question, nous sommes à la fin, honorable. Dernière question, on revient sur les élections, ça c'était une parenthèse. Les élections, c'est bien bon, l'organisation aussi. Mais il y a un autre aspect, c'est après les élections. Mais on se rend quand même compte qu'il n'y a pas, il y a pas de cour d'appel qui pourront traiter les contentieux électoraux. Qu'est-ce qui va se passer à l'installation des 26 provinces? Puisque nous allons passer puisque nous passerons de 11 à 26 provinces, il faudra installer de cours d'appel dans les nouvelles provinces. Attendez là. Comment régleront-on les contentieux Moi, je suis électoraux? à l'aise parce que vous ne faites que reprendre les problèmes que j'ai posés. Effectivement, c'est un problème. Mais les cours d'appel actuellement, il y en a qui existent. Ce qui est plus grave, c'est ce que je voulais vous dire pour vous compléter. Elles ne sont pas nombreuses. Les tribunaux de paix. Parce que si vous organisez... Vu le passage de 11 à 26 provinces... Il n'y a pas que ça, madame, il n'y a pas que ça. Si vous organisez les élections locales, les élections communales et urbaines, les contentieux, ça commence par le coup d'appel. Oh, il n'y en a pas. Il n'y en a pas partout. Il y en a très peu par rapport à la demande réelle, pas potentielle, la demande réelle des tribunaux de paix. Okay. Mais c'est pour ça que, ici, l'année dernière, ça fait une année, à l'Assemblée nationale, dans la presse, je ne cesse de plaider pour le report des élections locales, communales et urbaines, afin de nous permettre, nous, gouvernement, Assemblée nationale, Sénat et toute autre autorité que de droit, de bien organiser les entités décentralisées
de bien ajuster politiquement le processus pour que le jour où ça va s'organiser, il n'y ait pas de grabuge, que ce soit une fête de la démocratie, que le monde nous admire. Vous ne faites que me rejoindre, je m'en réjouis. Ok, honorable de Tounoula, merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi d'avoir excusé ma voix, elle n'est pas bonne aujourd'hui. Je suis un peu grippée. Merci d'avoir été de nôtres. Prenez rendez-vous demain à 7h15 pour revoir cette émission, mais également le vendredi à 23h45. Et à tout moment, vous pouvez rejoindre notre site www.bon